En 1884, 4 ans seulement avant que la France ne décrète enfin l'abolition définitive de l'esclavage dans ses colonies, la Martinique vivait encore sous le joug d'un système implacable. Les champs de canne et de café s'étendaient à perte de vue, baignés de soleil brûlant le jour, hantés par les ombres la nuit. L'odeur sucrée de la mélasse se mêlait à celle, plus âcre, du sang et de la sueur. Derrière les façades blanches des grandes habitations coloniales se cachait une réalité cruelle, des centaines d'hommes et de femmes réduits à l'état de bêtes de somme, punis, humiliés, brisés au nom du profit. C'est dans ce monde de fer et de feu que naquit l'histoire de Jeanne. Elle n'était pas une héroïne par choix, mais par nécessité. Dès son enfance, on lui arracha ses rêves. À 12 ans, elle travaillait déjà dans les champs, ses mains couvertes de cloques, ses pieds ensanglantés par la terre rocailleuse. À 14, elle fut appelée dans la maison de maître, non pas pour servir le thé ou nettoyer les salons, mais pour devenir la proie des désirs du colonel Henri Desmarres, propriétaire de l'habitation Saint-Domingue. Cet homme, redouté pour sa brutalité, avait fait de l'exploitation un art de vivre. Chaque esclave n'était pour lui qu'un instrument de sa richesse et de son plaisir. Jeanne, à peine adolescente, subit dès lors la plus grande des humiliations. Être utilisée comme un corps, niée comme une âme. Henri Desmarres incarnait la terreur blanche. Héritier d'une longue lignée de colons, il avait grandi dans l'idée que la Martinique lui appartenait, que chaque hectare de terre, chaque souffle d'esclave faisait partie de son patrimoine. Sa moustache bien taillée et ses uniformes impeccables ne cachaient pas son cœur de pierre. On le surnommait le colonel, non pas pour son grade militaire, mais pour son autorité implacable sur ses terres. Ses colères étaient célèbres. Un simple retard, un outil cassé, un regard jugé insolent suffisaient pour déclencher une pluie de coups. Les registres de l'habitation, que l'on conserve encore aujourd'hui dans des archives poussiéreuses, mentionnent des punitions répétées, des morts inexpliquées, des disparitions qui n'étaient jamais enquêtées. Tout cela faisait partie de la normalité. Pour Jeanne, chaque jour était une épreuve. Elle avait appris très tôt à masquer ses émotions, à parler peu, à regarder ses bourreaux sans les défier. Mais derrière ses yeux sombres, une tempête grandissait. Elle portait en elle les cicatrices invisibles de ses enfants arrachés, car 2 fois déjà elle avait enfanté, et 2 fois le colonel avait vendu ses petits à des propriétaires voisins. Le premier, un garçon de 3 ans, fut envoyé à Saint-Pierre. Le second, une fillette à peine sevrée, disparut sans qu'elle sache jamais son destin. Ces pertes avaient enfoncé dans son cœur une haine glaciale, une douleur qu'aucun fouet ne pouvait surpasser. Les esclaves de l'habitation la considéraient avec respect. Jeanne avait cette dignité rare, même dans la misère. Elle aidait les plus jeunes, consolait les mères, partageait ses maigres portions de manioc avec les affamés. Ses mots étaient peu nombreux, mais chacun portait un poids immense. On disait qu'elle avait hérité de la force des ancêtres, qu'elle parlait parfois en rêve avec les esprits du Congo dont elle descendait. Certains la voyaient comme une femme marquée par le destin, destinée à accomplir quelque chose de plus grand que sa propre survie. L'habitation Saint-Domingue, où elle vivait, était l'une des plus vastes de l'île. Plus de 3000 hectares s'étendaient sous l'autorité du colonel Desmarres. Près de 120 esclaves y travaillaient du lever au coucher du soleil. Les hommes maniaient la machette, coupèrent la canne, broyaient les tiges dans les moulins. Les femmes, elles, portaient l'eau, cuisinaient, récoltèrent le café. Les enfants couraient dans la boue, ramassant du bois, aidant aux tâches les plus ingrates. Le soir, épuisés, ils s'entassaient dans les cases étroites, étouffés par la chaleur et la fumée des feux. Mais à cette époque, les rumeurs de liberté circulaient déjà. Des journaux, des pamphlets abolitionnistes, des murmures venus de Paris atteignaient parfois les îles. Certains esclaves libres racontaient qu'en Europe, la question de l'esclavage était débattue dans les salons, qu'une poignée d'hommes influents exigeait son abolition immédiate.
Mais ces rumeurs semblaient lointaines, presque irréelles, face au fouet quotidien du colonel. Pour lui, ces débats n'étaient que des bruits inutiles. « Ici, c'est moi la loi », répétait-il. Pourtant, dans la poitrine de Jeanne, ces rumeurs n'étaient pas vaines. Elles nourrissaient une braise qu'elle entretenait en silence. Chaque humiliation, chaque nuit où elle pleurait en secret, renforçait sa conviction. Elle ne pouvait pas mourir esclave. Elle devait agir pour elle, pour ses enfants perdus, pour tous ceux qui souffraient autour d'elle. Sa vengeance ne serait pas seulement personnelle, elle serait le cri d'un peuple entier. En 1884, cette braise devint une flamme. L'année commença avec une série de punitions particulièrement cruelles. 3 hommes furent fouettés jusqu'au sang pour avoir tenté de cacher un peu de sucre. Une femme fut marquée au fer pour avoir ramassé des fruits sans autorisation. Et une enfant, accusée d'avoir volé un morceau de pain, fut laissée 3 jours sans eau ni nourriture. Jeanne, témoin de ces horreurs, sentit que la limite avait été franchie. Ses yeux, autrefois résignés, s'emplirent d'une détermination nouvelle. Elle n'était pas seule. D'autres partagèrent sa rage. Des hommes brisés par les coups, des femmes détruites par les séparations, des vieillards qui n'avaient plus rien à perdre. Et peu à peu, autour des feux nocturnes, dans les chants codés, dans les murmures étouffés des cases, une idée naquit. Une idée interdite. Une idée de révolte. L'habitation Saint-Domingue s'étendait comme un empire miniature au cœur de la Martinique. Plus de 3000 hectares de terres fertiles, découpées en champs de canne, de café et de cacao, dominaient les vallées environnantes. De loin, elle paraissait être un modèle de prospérité coloniale. La grande maison trônait sur une colline, immaculée, flanquée de colonnes blanches et entourée de jardins géométriques. Mais de près, on découvrait l'autre visage, la misère des cases entassées au pied de la colline, les silhouettes épuisées qui ployaient sous le soleil, et l'odeur omniprésente de sueur, de sang et de cendres. La maison de maître, bâtie dans un style néoclassique, était le symbole de la puissance coloniale. Les murs resplendissèrent de chaux, les vérandas s'ornaient de balustrades en fer forgé, et les salons étaient décorés de miroirs venus de France, de tapis orientaux et de vaisselle fine. Mais ce luxe ostentatoire n'était qu'une façade construite sur l'horreur. Chaque meuble poli, chaque statue importée, chaque bouteille de vin de Bordeaux était payée par le travail forcé de centaines d'êtres humains enchaînés. Au sommet de cette pyramide infernale se trouvait le colonel Henri Desmarres. Homme dans la cinquantaine, large d'épaules, toujours vêtu d'un uniforme impeccable malgré la chaleur tropicale, il inspirait la peur dès qu'il franchissait une porte. Sa moustache fine et ses yeux clairs, durs comme le verre, semblaient sonder l'âme de quiconque osait le regarder trop longtemps. Il parlait peu, mais ses ordres tombaient comme des sentences divines. Dans son esprit, il n'y avait pas d'alternative. L'ordre colonial devait être maintenu à tout prix, et l'esclavage en était la colonne vertébrale. Desmarres se vantait d'avoir transformé l'habitation en modèle de discipline. Pour lui, la terre ne donnait ses fruits qu'au prix de la terreur. Chaque saison de récolte se transformait en un marathon de souffrance. Lever avant l'aube, travail jusqu'à la nuit, ration de nourriture à peine suffisante pour tenir debout. Les contremaîtres, armés de fouets et de fusils, patrouillaient sans relâche. Et quand le travail ne satisfaisait pas, Desmarres organisait des séances publiques de punition. Les esclaves étaient convoqués dans la cour principale, au pied de la grande maison. Là, un pilori se dressait, témoin muet de milliers de supplices. On y attachait les coupables, hommes accusés de paresse, femmes accusées de vol, enfants accusés d'insolence. Le fouet claquait dans l'air, tranchant la peau comme un couteau. Parfois, on versait du sel ou du citron sur les plaies, pour rappeler la leçon. D'autres fois, on marquait au fer rouge, imprimant dans la chair le sceau de la propriété. La foule des esclaves devait assister, contrainte, les yeux rivés sur la souffrance de leurs compagnons. Car le véritable but n'était pas seulement de punir, mais de terroriser. Henri Desmarres ne se contentait pas de régner par la violence physique.
Il avait aussi instauré une surveillance psychologique. Les esclaves étaient encouragés à se dénoncer les uns les autres, à rapporter le moindre signe de révolte. Les rumeurs de fuite étaient étouffées par des représailles sanglantes, chiens lancés dans les bois, têtes coupées exposées à l'entrée de la plantation. Les marrons, ces fugitifs qui s'étaient réfugiés dans les montagnes, étaient pour lui une obsession. Chaque capture se transformait en cérémonie de terreur. Le prisonnier était ramené, battu à mort devant tous pour décourager les autres. Mais derrière cette façade de discipline totale, une peur sourde grandissait. Desmarres savait que les temps changeaient. Les journaux venus de Paris parlaient de plus en plus ouvertement d'abolition. Des voix s'élevaient dans les assemblées, dénonçant l'inhumanité du système. Les rumeurs des révoltes de Saint-Domingue et d'Haïti résonnaient encore comme des fantômes. Et surtout, il sentait dans les regards de ses esclaves quelque chose de différent. Non plus seulement la résignation, mais une étincelle dangereuse. Jeanne, qui l'utilisait et brutalisait depuis ses 14 ans, était devenue pour lui un jouet familier, un corps qu'il croyait posséder entièrement. Mais il ne voyait pas que derrière ses yeux sombres, la haine s'accumulait, patiente, froide, prête à exploser. Pour lui, elle n'était rien. Pour elle, il était devenu tout, l'incarnation du mal, la cible ultime de sa vengeance. Dans les cases, la peur régnait, mais la mémoire des anciens tenait bon. Les chants venus d'Afrique, transmis en secret, servaient de codes et de prières. Les histoires de révoltes passées circulaient à voix basse, comme pour rappeler que la servitude n'était pas éternelle. Chaque nuit, dans l'ombre des foyers, les esclaves parlaient à demi-mot de liberté. Et dans ces murmures, le nom de Jeanne revenait de plus en plus souvent, car tout le monde voyait en elle une force singulière, non seulement parce qu'elle avait survécu à l'horreur sans jamais plier, mais aussi parce qu'elle osait regarder ses maîtres sans baisser les yeux. Dans son dos, certains la surnommaient déjà « la flamme », comme si son regard contenait une lueur qu'aucun fouet ne pouvait éteindre. Henri Desmarres, convaincu de sa toute-puissance, ne savait pas qu'il vivait ses derniers mois de maître absolu. La même terre qui l'avait enrichi, la même maison qui l'avait protégé, allait bientôt devenir le théâtre de sa chute. Et ce ne serait pas une révolte anonyme, mais la main d'une femme qu'il croyait brisée, qui porterait le coup fatal. Jeanne n'était pas née libre. Sa vie avait commencé dans l'ombre d'une case de torchis, au milieu des cris, de la fumée et des pleurs. Dès ses premiers pas, elle apprit la dureté du sol rocailleux, les coups qui tombaient sans raison, la faim qui nouait l'estomac comme une chaîne invisible. Son enfance fut brève, volée par le système qui transformait les enfants en main-d'œuvre à peine qu'ils savaient marcher. À 8 ans, elle portait déjà de lourdes jarres d'eau. À 10 ans, elle maniait la houe dans les champs brûlants. À 12, ses mains saignaient sous la machette. Mais c'est à 14 ans que sa vie bascula dans l'abîme. Elle fut appelée à la grande maison. Sa mère, inquiète, l'avertit en pleurant « Ne regarde jamais le maître dans les yeux, reste silencieuse ». Mais ce conseil ne la protégea pas. Le colonel Henri Desmarres avait jeté son dévolu sur elle. Dans l'intimité de sa chambre, il la brisa pour la première fois. Ce soir-là, une partie de Jeanne mourut, mais une autre partie naquit. Une force obscure, un serment silencieux. Elle ne l'oublia jamais. Les années qui suivirent ne furent qu'une répétition de ce cauchemar. Chaque fois que Desmarres la désirait, elle était contrainte d'obéir. Chaque refus aurait entraîné non seulement sa mort, mais celle de ses proches. Elle se soumit en apparence, mais à l'intérieur, elle nourrissait une haine glacée. Cette haine devint son armure, son unique bouclier. Elle lui permit de survivre, de respirer encore, de ne pas sombrer dans la folie. De ces viols naquirent 2 enfants. Mais Desmarres, fidèle à sa cruauté, décida de les vendre presque aussitôt. Son premier enfant, un garçon aux yeux sombres, fut arraché à ses bras alors qu'il n'avait que 3 ans. Elle le vit emmener, criant son nom, jusqu'à disparaître au loin. Le second, une petite fille au sourire lumineux, lui fut enlevé avant même qu'elle n'ait appris à marcher. Jeanne n'entendit plus jamais parler d'eux.
Ces deux cicatrices béantes devinrent la source de sa colère. Dans ses rêves, elle voyait leurs visages, elle entendait encore leurs pleurs, et chaque nuit, elle se répétait la même phrase. Un jour, il paiera. Son corps portait aussi les marques de ses humiliations. Le dos couvert de cicatrices laissées par les coups de fouet, les épaules meurtries par les charges trop lourdes, les mains fendillées par le travail incessant. Mais malgré tout, Jeanne se tenait droite. Ses compagnes la regardaient comme un pilier. Elle aidait les plus faibles, consolait celles qui, comme elle, avaient perdu des enfants. Elle partageait son manioc avec les affamés, soignait les plaies avec des remèdes transmis par les anciens. Elle était devenue, sans le vouloir, une figure de résistance silencieuse. Dans la case où elle vivait, à la lueur des feux, elle chantait parfois des mélopées africaines apprises de son père, lui-même arraché d'Angola dans sa jeunesse. Ces chants parlaient d'ancêtres, de guerre, de liberté. Les maîtres croyaient que ce n'étaient que des berceuses. Mais pour les esclaves, c'étaient des prières, des codes, des messages cachés. Jeanne, en chantant, rallumait la mémoire des siens. Elle parlait peu, mais quand elle ouvrait la bouche, ses paroles résonnaient comme des vérités. Nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes les enfants de la terre et du ciel, et un jour, nos chaînes tomberont. Les plus jeunes l'écoutaient avec fascination. Certains la surnommaient déjà la flamme, car ils disaient que ses yeux brillaient comme une braise même dans l'obscurité. Chaque punition renforçait sa détermination. Un jour, elle fut accusée d'avoir ralenti le travail. Attachée au pilori, elle reçut 30 coups de fouet. Le sang coulait le long de son dos, mais elle ne cria pas. Au contraire, elle leva les yeux vers Desmar, le fixa sans ciller. Ce regard glaça même certains contremaîtres, car il disait une chose claire, « Tu n'as pas gagné, tu ne gagneras jamais ». À mesure que les rumeurs d'abolition circulaient, sa colère se mêlait à l'espérance. Les esclaves parlaient à voix basse de Paris, de débats, de lois à venir. Mais pour Jeanne, cela ne suffisait pas. Elle avait trop perdu. Elle savait que l'abolition pouvait encore être repoussée, trahie, transformée en illusion. Elle ne voulait pas attendre un décret venu de loin. Elle voulait agir ici, maintenant. Dans ses songes, elle voyait le visage du colonel ensanglanté. Elle entendait ses enfants l'appeler depuis l'au-delà. Elle se réveillait en sueur, mais avec une conviction inébranlable. Le jour viendrait où elle ne serait plus victime. Elle serait celle qui brandirait la lame. Et déjà, autour d'elle, certains commençaient à sentir ce changement. Dans ses paroles, dans ses gestes, il y avait autre chose qu'avant. Une tension, une force contenue, comme une tempête prête à éclater. Jeanne, la femme brisée, était en train de devenir Jeanne, la révoltée. Les cases de l'habitation Saint-Domingue formaient un village misérable, au pied de la colline où s'élevait la grande maison. De petites huttes de torchis au toit de paille, serrées les unes contre les autres, comme pour rappeler aux esclaves que même leur logement leur appartenait à peine. L'air y était lourd, saturé de fumée et de misère. Le soir, après des journées interminables, les corps épuisés s'y entassaient, cherchant un peu de repos malgré la chaleur suffocante et les insectes. Les enfants dormaient serrés contre leur mère, les vieillards toussaient dans l'ombre, et les jeunes adultes, trop fatigués pour parler, fixaient le plafond de feuilles sèches en silence. La vie quotidienne n'était qu'une suite de privations. Le repas du soir consistait en quelques racines bouillies, un peu de manioc, parfois du maïs écrasé. La viande était rare, presque inexistante. Beaucoup maigrissaient à vue d'œil, et les maladies circulaient rapidement dans ces espaces exigus. Pourtant, malgré cette misère, une force invisible circulait aussi, une solidarité qui maintenait les esclaves debout, une mémoire transmise à voix basse. C'est là que Jeanne trouva sa place. Elle n'était pas seulement une victime des abus du colonel Desmar, elle était aussi une voix qui rallumait l'espoir dans l'obscurité. Le soir, elle chantait. Sa voix grave, légèrement voilée, s'élevait au-dessus des crépitements du feu. Elle entonnait des mélopées héritées de son père, des chants africains venus d'Angola,
Pour les maîtres, ce n'était que des bruits mélancoliques. Mais pour les esclaves, chaque refrain était un code. Certaines phrases signifiaient « attention, surveillez », d'autres « demain, rassemblement », d'autres encore « patience, la liberté viendra ». Les chants servaient de langage secret, incompréhensible aux oreilles blanches. Les enfants, fascinés, apprenaient ces refrains sans savoir qu'ils étaient aussi des messages. Les adultes, eux, comprenaient. Et à mesure que les voix s'unissaient, une force collective se formait. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était une mémoire, un souffle, une arme invisible. Jeanne ne se contentait pas de chanter. Elle parlait aux femmes, surtout aux plus jeunes, celles que Desmarres convoquait parfois à la grande maison. Elle les préparait psychologiquement, leur disait de garder la tête haute, de ne jamais pleurer devant lui, de pleurer seulement après, entre elles. Elle leur rappelait qu'elles n'étaient pas des objets, mais des filles d'Afrique, dignes de leurs ancêtres. Ces paroles ne pouvaient pas empêcher la souffrance, mais elles empêchaient la destruction complète. Avec les hommes, elle était plus discrète. Le soir, au bord du ruisseau, elle échangeait à voix basse avec certains d'entre eux. Thomas, un vaquero solide et rusé. Antoine, le forgeron, capable de transformer un clou en arme. Et son propre père, Mathieu, vieil homme au dos voûté mais à l'esprit encore vif. Tous partagèrent la même rage, mais aussi la même peur. Car dans la plantation, la trahison était une arme que les maîtres utilisaient habilement. Une seule parole mal placée pouvait condamner des dizaines d'hommes. Attendre l'abolition, disait parfois Thomas, c'est compter sur des promesses de blancs. Nous serons morts avant que leurs papiers n'arrivent ici. Fuir dans la montagne, proposait Antoine, c'est vivre comme des bêtes traquées. Je préfère mourir debout que ramper dans les bois. Et Jeanne, écoutant, répondait d'une voix basse mais ferme. Alors il ne reste qu'une voie. Celui qui nous tient enchaînés doit tomber. Ces mots faisaient frissonner. Prononcer de telles phrases était déjà un crime, mais dans ses yeux brillait une conviction qui ralliait les autres. Elle n'était pas une meneuse par choix, mais parce que tous la reconnaissaient comme telle. La vie dans les cases continua, avec ses humiliations quotidiennes, mais une tension nouvelle naissait. Les chants devinrent plus graves, plus vibrants. Les conversations, plus intenses. Dans les regards des esclaves, une flamme jusque-là étouffée reprenait vie. Ils savaient que le danger était immense, que chaque jour pouvait être leur dernier, mais ils savaient aussi qu'ils n'étaient plus seuls. Jeanne, dans sa case, murmurait parfois en s'endormant. « Père, protège-moi. Enfant, regardez-moi. Je porterai la vengeance pour nous tous. » Et chaque matin, lorsqu'elle se levait, ses yeux sombres reflétaient un éclat que même le soleil brûlant de la plantation ne pouvait effacer. Dans les nuits suffocantes de l'habitation Saint-Domingue, quand les torches s'éteignaient et que les maîtres s'enfermaient dans leurs chambres, une autre vie commençait. C'était dans l'ombre que Jeanne rassemblait ses forces et ses alliés. Car une femme seule ne pouvait rien contre l'empire du colonel Desmarres, mais une poignée d'hommes et de femmes, unis par la douleur et par la haine, pouvaient devenir une armée silencieuse. Le premier de ses alliés était son père, Mathieu. Vieillard voûté, les cheveux blanchis par le soleil et le temps, il avait autrefois été un homme libre. Capturé lors d'une révolte, réduit en esclavage à nouveau, il portait dans son cœur une colère qui ne s'était jamais éteinte. Ses yeux, fatigués, brillaient encore de la mémoire de l'Afrique, des récits de ses propres parents et d'une dignité qu'aucune chaîne n'avait pu lui arracher. Pour Jeanne, il était la racine. C'est lui qui lui avait transmis les chants, les contes, la force d'endurer. Mais c'est aussi lui qui, en secret, lui murmurait depuis des années « Un jour, il faudra rendre des comptes ». Le deuxième était Thomas, vaquero de 30 ans, chargé de surveiller le bétail et les chevaux. Grand, large d'épaules, il connaissait les collines, les sentiers, les caches des marrons. Il avait tenté de fuir 2 fois, mais chaque fois avait été repris, ramené à coups de fouet. Ses cicatrices racontaient son histoire mieux que ses mots. Thomas haïssait le colonel plus que tout.
Je préfère mourir en homme libre que vieillir comme un chien enchaîné, disait-il souvent. Sa connaissance du terrain et des animaux allait devenir cruciale. Antoine, le forgeron, était un autre pilier. Ses bras massifs, couverts de brûlures anciennes, maniaient le marteau comme une arme naturelle. Officiellement, il réparait les outils de la plantation, forgeait les fers pour les chevaux et les clous pour les charpentes. Officieusement, il savait détourner quelques morceaux de métal pour en faire des pointes, des couteaux, des armes improvisées. Sa case, voisine de la forge, devenait parfois un atelier clandestin. Le bruit du marteau masquait ses créations interdites. Antoine parlait peu, mais son silence imposait le respect. La dernière était Marie, cuisinière dans la grande maison. Femme d'une quarantaine d'années, vive et rusée, elle connaissait tous les secrets de la demeure. Elle préparait les repas du colonel, choisissait les vins qu'il buvait, écoutait les conversations des maîtres sans qu'ils s'en rendent compte. Beaucoup la sous-estimaient, croyant qu'elle n'était qu'une domestique. Mais Marie possédait une mémoire prodigieuse et un esprit affûté. C'est elle qui apportait les informations, les humeurs du colonel, ses allées et venues, les horaires des contremaîtres. Un poison bien dosé vaut parfois plus qu'une épée, aimait-elle répéter à Jeanne. Ces 4 alliés formaient le cœur de la conjuration. Autour d'eux gravitaient d'autres esclaves, plus hésitants, mais prêts à les suivre si le moment venait. Jeanne les réunissait discrètement, souvent près du ruisseau, là où le bruit de l'eau couvrait les voix. Ils parlaient bas, choisissaient leurs mots avec soin. Chaque rencontre était un risque de mort, mais chaque rencontre renforçait leur détermination. Un soir, Mathieu prit la parole, sa voix grave résonnant comme un tambour ancien. « Nous avons attendu trop longtemps. Chaque jour, nous perdons des frères et des sœurs. Nous ne pouvons plus espérer des promesses des Blancs. Notre liberté, c'est nous qui devons l'arracher. » Thomas, serrant les poings, ajouta « Fuir dans la montagne, c'est survivre. Mais tuer des mares, c'est vivre. Si nous abattons le maître, nous ne serons plus jamais les mêmes. » Antoine hocha lentement la tête. « Je peux forger des lames. Pas belles, pas parfaites, mais tranchantes. J'ai déjà commencé. » Il sortit discrètement une pointe de métal, brute mais redoutable. Elle passa de main en main, chacun la regardant comme un fragment de futur. Marie, enfin, parla avec un sourire amer. « Le colonel boit chaque soir son rhum préféré. Si je le voulais, une seule goutte suffirait à lui brûler les entrailles. Mais ce serait trop facile. Il faut qu'il paie, qu'il sente ce qu'il nous a fait. » Tous se tournèrent vers Jeanne. Depuis le début, elle était l'âme du groupe, celle qui portait la douleur et la transformait en flamme. Elle les regarda un à un, son visage éclairé par la lune. « Alors, dit-elle d'une voix ferme, ce n'est plus une question de survie, c'est une question de justice. Tant qu'il respire, nous serons ses esclaves. Mais si nous coupons ce souffle, nous serons libres, ne serait-ce qu'une nuit. » Un silence solennel suivit ces paroles. Puis, l'un après l'autre, ils acquiescèrent. Le pacte venait d'être scellé. Dans cette clairière obscure, 5 esclaves avaient décidé que l'ordre colonial devait trembler. Leurs mains calleuses se joignirent, et dans ce simple geste se trouvaient des siècles de douleur et une étincelle de vengeance. À partir de cette nuit, chaque geste de Jeanne et de ses alliés eut un double sens. Couper la canne, porter de l'eau, réparer un outil, tout devenait préparation. Les chants du soir se chargeaient de messages codés. Les regards échangés signifiaient des choses que les maîtres ne comprenaient pas. La révolte n'était plus un rêve, elle devenait un plan. Pendant plusieurs semaines, la conjuration avança dans le silence. Les réunions secrètes se succédaient, les idées circulaient, mais une question revenait sans cesse. Que faire réellement ? Devait-on fuir dans les montagnes et rejoindre les communautés marronnes ou frapper le maître au cœur de son empire? La décision n'était pas simple, car elle scellait leur destin à tous. Un soir d'avril 1884, ils se retrouvèrent à nouveau près du ruisseau, leur lieu de rencontre favori.
La lune, ronde et claire, illuminait les visages graves de Jeanne, Mathieu, Thomas, Antoine et Marie. Le bruit de l'eau couvrait leurs voix, mais chaque mot prononcé pesait comme une pierre. Mathieu prit la parole le premier. Sa voix, tremblante mais ferme, portait le poids de son âge. « J'ai vu trop de révoltes échouer. Les maîtres ont des fusils, des chiens, des soldats. Si nous fuyons, nous aurons peut-être une chance de vivre libres quelques années dans la montagne. Mais si nous tuons le colonel, la répression sera terrible. Nous serons tous traqués. » Thomas, assis en tailleur, serra les poings. Ses cicatrices luisaient à la lumière de la lune. « Mourir pour mourir, je préfère tomber en guerrier. Les marrons survivent, oui, mais toujours dans la peur. Tant que Desmarres respire, sa terre restera une prison. Tant que son nom domine, nos enfants ne connaîtront pas la liberté. Il faut frapper là où ça fait mal. » Antoine, le forgeron, posa une lame improvisée devant lui, forgée à partir d'un vieux fer à cheval. Sa voix était basse, comme un grondement. « Je peux en fabriquer d'autres, pas des armes de guerre, mais assez pour tuer. Mais il faut savoir, sommes-nous prêts à devenir assassins? Ce n'est pas seulement du sang qu'on répandra, c'est un monde qu'on défiera. » Marie soupira, les bras croisés, son regard brillant d'une lueur calculatrice. « Le poison est plus sûr. Une goutte dans son rhum, et il s'éteint sans bruit. Nous pourrions dire qu'il a été frappé par la fièvre ou par les esprits, mais je sais ce que vous pensez. Vous voulez qu'il paie dans la douleur, qu'il sente, ne serait-ce qu'une seconde, ce qu'il nous a fait subir. » Tous se tournèrent alors vers Jeanne. Depuis le début, c'était elle la voix la plus claire, celle qui incarnait la douleur et la rage de tous. Elle resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur l'eau qui reflétait la lune. Puis elle parla d'une voix ferme, presque glaciale. « Fuir, c'est laisser d'autres souffrir à notre place. Chaque jour qu'il vit, il viole, il frappe, il vend nos enfants. Le poison serait trop doux. Il doit savoir. Il doit voir dans mes yeux ce que ces crimes ont semé. » Un silence pesant suivit ces mots. Chacun sentit que la décision venait d'être prise. Ce n'était plus une question de fuite, ni même de survie. C'était une question de justice, ou plutôt de vengeance. Mathieu, le vieux, baissa la tête. « Alors, nous mourrons peut-être, mais au moins nous mourrons libres. » Thomas hocha la tête, un sourire amer aux lèvres. « Mourir libre vaut mieux que vivre enchaîné. » Antoine ferma les yeux comme pour se préparer à l'inévitable. Marie soupira encore, mais ses lèvres esquissèrent un sourire. « Très bien. Alors, faisons-le souffrir. » À partir de ce soir-là, le plan prit forme. Marie se chargea de surveiller les habitudes du colonel, de noter les soirs où il buvait plus que de raison, les heures où il se retirait dans sa chambre. Antoine prépara des armes improvisées, couteaux de fortune, barres de fer aiguisées. Thomas repéra les issues de la maison, les chemins de fuite possibles. Mathieu, malgré son âge, resta leur mémoire et leur guide. Et Jeanne, elle, se concentra sur une seule chose, le moment où sa main frapperait. Chaque nuit, elle rêvait de ce geste. Elle revoyait le visage de ses enfants arrachés, entendait leurs pleurs. Elle se souvenait des nuits de viol, des cicatrices, des humiliations. Tout cela convergeait vers une seule image. Desmarres, surpris, impuissant, recevant le coup fatal. Plus les jours passaient, plus elle devenait silencieuse. Ses compagnes la voyaient travailler avec une intensité étrange, comme si chaque geste était une répétition pour le grand jour. Son regard, autrefois plein de colère, était maintenant froid, déterminé. Elle ne rêvait plus seulement de vengeance, elle la planifiait. L'habitation Saint-Domingue continuait de vivre dans sa routine de fer, mais sous la surface, une tempête se préparait. Les chants du soir vibraient d'une énergie nouvelle. Les esclaves sentaient qu'un événement se rapprochait sans savoir lequel, et le colonel Desmarres, aveuglé par son arrogance, continuait de régner, ignorant que ses derniers jours étaient comptés. La nuit du 12 juin 1884, s'abattit sur la plantation Saint-Domingue comme un voile de plomb. Le jour avait été étouffant, le ciel chargé d'orages qui n'éclatèrent jamais, laissant l'air saturé d'électricité.
Les champs s'étaient endormis dans un silence pesant, seulement troublé par le bourdonnement des insectes et le bruissement du vent dans les cannes. Mais dans l'ombre des cases, 5 silhouettes veillaient, leur cœur battant à l'unisson. Jeanne, assise au bord du feu mourant, resserrait entre ses doigts un petit couteau forgé par Antoine. La lame, rudimentaire mais tranchante, brillait faiblement sous la lune. Elle la caressait comme on caresse un enfant, consciente que ce morceau de métal allait bientôt changer le cours de leur histoire. Ses lèvres murmurèrent une prière en langue ancienne, un chant appris de son père. « Protège mes mains, guide ma colère. » Marie, de son côté, préparait la diversion. Dans la cuisine, elle avait mis de côté un flacon de rhum, le préféré du colonel. Mais cette fois, elle y avait glissé une herbe amère qui rendrait son esprit lourd et ses gestes plus lents. « Qu'il sente le poids de ses crimes avant de fermer les yeux », murmura-t-elle en mélangeant. Antoine vérifiait ses armes improvisées, 2 barres de fer aiguisées, prêtes à briser os et chair. Thomas, nerveux, rôdait autour de la maison, observant les gardes, repérant le moment où la vigilance baisserait. Quant à Mathieu, trop vieux pour manier une arme, il priait en silence, les mains jointes, ses yeux embués fixant le ciel. « Que mes ancêtres veillent sur eux. Que le sang versé serve à libérer et non à détruire. » Aux alentours de 10 heures, le colonel Desmarres entra dans sa demeure. Fatigué par une journée de travail et d'inspection, il s'installa dans son fauteuil de cuir, un verre de rhum à la main. Marie servit comme d'habitude, la tête baissée, cachant le tremblement de ses mains. Desmarres but à grandes gorgées, inconscient du piège. Puis, alourdi, il monta dans sa chambre, titubant légèrement, ses bottes claquant sur le sol de bois. Le signal fut donné par un sifflement discret de Thomas, caché derrière les arbres. Jeanne, suivie d'Antoine et de Thomas, s'approcha de la maison. Chaque pas semblait résonner dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Marie les rejoignit à l'arrière, ouvrant discrètement une porte de service. La grande maison, d'ordinaire imposante, leur parut soudain vulnérable. Ils montèrent l'escalier dans un silence spectral. Les planches grinçaient, leur cœur bondissait à chaque bruit. Arrivée devant la chambre du colonel, Jeanne s'arrêta. Ses doigts tremblaient, mais son regard était fixe. Elle inspira profondément, serra le couteau et poussa la porte. Desmarres était là, allongé sur son lit, à demi conscient. Le rhum empoisonné l'avait engourdi. Ses yeux s'ouvrirent à peine, cherchant à distinguer les silhouettes. « Qui est là ?» balbutia-t-il, sa voix pâteuse. Jeanne s'avança, ses pieds nus effleurant le sol. La lune, filtrant par la fenêtre, éclaira son visage. Et pour la première fois, Desmarres vit dans ses yeux non pas la soumission, mais une haine brûlante. Il voulut se redresser, mais ses forces l'abandonnaient. « Tu m'as volé mon enfance », murmura Jeanne d'une voix basse et glaciale. « Tu m'as volé mes enfants. Tu as cru que j'étais ton esclave. Ce soir, je suis ta juge. » Elle leva le couteau et, sans hésiter, l'abattit dans sa poitrine. Un premier cri rauque jaillit, étouffé par le sang. Thomas et Antoine se jetèrent alors sur lui, le maintenant au lit, pendant que Jeanne frappait encore. Chaque coup était une délivrance, chaque entaille une cicatrice rendue. Le sang éclaboussait les draps, le plancher, leurs bras. Desmarres se débattit un instant, puis ses yeux se révulsèrent. Sa bouche s'ouvrit dans un dernier râle. Jeanne s'arrêta enfin, haletante, les mains couvertes de sang. Son regard croisa celui de ses compagnons. Aucun mot ne fut dit. Tout avait été accompli. Mais déjà, au dehors, un chien aboya. Les gardes, alertés par les bruits, approchaient. Marie souffla « Feu !» Antoine renversa une lampe à huile, et les flammes se propagèrent dans les couloirs. En quelques minutes, la grande maison s'embrasa, engloutissant le corps du colonel et ses trésors. La demeure, symbole de puissance, devenait un brasier. Dans la confusion, Jeanne et ses alliés s'enfuirent, appelant les autres esclaves. 40 d'entre eux, affolés mais galvanisés, les suivirent vers la forêt.
Leurs pas résonnaient comme une armée en fuite, leur cœur battant à l'unisson avec une pensée unique. Ils venaient d'abattre le maître. Pour la première fois, la peur avait changé de camp. Le brasier de la grande maison illuminait la nuit comme un soleil infernal. Les flammes dévoraient les rideaux de soie, léchaient les colonnes blanches, faisaient exploser les vitres en gerbes étincelantes. Le crépitement du bois brûlé se mêlait aux hennissements affolés des chevaux, aux cris des esclaves réveillés par le tumulte, aux ordres hurlés des contremaîtres impuissants. L'habitation Saint-Domingue, orgueil du colonel Desmarres, se transformait en un immense bûcher. Au milieu de ce chaos, Jeanne avançait, ses yeux brillants reflétant le feu. Derrière elle, Antoine portait une barre de fer, prête à frapper. Thomas repoussait les chiens qui s'étaient lancés à leur trousse. Marie guidait un groupe d'enfants paniqués. Mathieu, le vieux, traînait ses jambes fatiguées, mais gardait la tête haute. Autour d'eux, une quarantaine d'esclaves avaient décidé de les suivre. Certains couraient sans réfléchir, poussés par l'instinct de survie. D'autres pleuraient en silence, mais leurs pas ne s'arrêtaient pas. « Vite, par les champs !» cria Thomas en désignant une trouée entre les cannes. La fumée se répandait déjà, suffocante, couvrant leur fuite. Les gardes, désorganisés, tentaient de contenir l'incendie, arrosant les flammes avec des seaux inutiles. Quelques coups de feu claquèrent dans la nuit, mais les balles se perdirent dans la confusion. La fuite prit des allures d'exode. Les esclaves abandonnaient leurs cases, leurs maigres possessions, pour plonger dans l'inconnu. Certains hésitaient, paralysés par la peur. « Venez !» cria Jeanne d'une voix puissante. « La liberté est devant nous !» Mais beaucoup restèrent figés, incapables de quitter les chaînes invisibles qui les retenaient. L'habitude de la soumission était plus forte que l'espoir de liberté. Ceux-là regardèrent les flammes de la maison avec des yeux vides, destinés à subir encore. 40 suivirent Jeanne, mais 80 restèrent derrière. Ce fut la première victoire, mais aussi la première blessure de la révolte. La peur n'avait pas encore lâché prise sur tous les cœurs. Ils coururent à travers les champs, leurs pieds nus lacérant la terre sèche. Le ciel s'embrasait derrière eux, les ombres dansant dans la lueur rouge. Les plus jeunes trébuchaient, relevaient, poussaient des cris étouffés. Les femmes serraient leurs enfants contre elles, les hommes portaient les plus faibles sur leurs épaules. C'était une fuite, mais c'était aussi une libération. Pour la première fois, ils ne marchaient pas sous l'ordre d'un fouet, mais par leur propre volonté. À l'orée de la forêt, Jeanne s'arrêta. Son souffle était court, son visage couvert de sueur et de cendres. Elle se retourna une dernière fois. La grande maison s'effondrait déjà, les flammes engloutissant les richesses du colonel. Elle leva le poing vers le ciel et murmura « Que ce feu soit le signe. Aujourd'hui, nous brisons nos chaînes. » Les autres l'imitèrent, leurs poings tremblants se dressant vers la nuit. Le silence des arbres les enveloppa. Devant eux s'étendait la forêt, immense, mystérieuse, refuge mais aussi piège. Ils savaient que les maîtres ne tarderaient pas à organiser la traque, mais pour l'instant, ils respiraient, pour l'instant, ils goûtaient à la liberté. Autour d'un premier feu improvisé, ils comptèrent leurs forces. 40 survivants, des hommes robustes, des femmes courageuses, des enfants effrayés. Antoine sortit ses armes de fortune, Thomas décrivit les sentiers qu'il connaissait, Marie distribua les maigres provisions qu'elle avait réussi à voler. Mathieu, assis contre un arbre, parla d'une voix rauque. « Ce soir, nous sommes libres. Demain, nous serons traqués. Mais souvenez-vous, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe. Les yeux fixés sur Jeanne, tous attendaient ces mots. Elle se leva, droite malgré la fatigue, ses mains encore tachées du sang du colonel. « Nous avons franchi un seuil, » dit-elle. « Nous ne pouvons plus reculer. Ils viendront avec leurs fusils, leurs chiens, leur haine, mais nous avons quelque chose qu'ils n'auront jamais, la justice de notre côté. » La nuit s'épaissit autour d'eux. Les chants de la forêt remplaçaient des cris de la plantation. Et dans le cœur de chacun, une certitude s'ancrait. L'histoire venait de changer. Le maître n'était plus,
et même si le prix à payer serait terrible, l'étincelle de la liberté avait été allumée. À l'aube du 13 juin 1884, la plantation Saint-Domingue n'était plus qu'un champ de ruines fumantes. La grande maison, orgueil de la famille Desmarres, avait été réduite en cendres. Le corps calciné du colonel ne fut jamais retrouvé entier. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les esclaves se sont révoltés. Ils ont tué le maître. Les colons des environs accoururent, effrayés, furieux, déterminés à rétablir l'ordre par le fer et le feu. Une chasse à l'homme fut organisée dès le lever du soleil. Cavaliers armés, contremaîtres de plantations voisines, miliciens improvisés, tous s'unirent pour traquer les fugitifs. On sortit les fusils, on aiguisait les sabres, on graissa les chaînes. Les chiens furent lâchés, ces molosses dressés pour flairer la sueur des esclaves en fuite. Les colons jurèrent de ne pas laisser un seul survivant. « Ils croient à la liberté !» gronda l'un d'eux. « Ils goûteront à la corde !» Dans la forêt, Jeanne et les siens avançaient péniblement. Leurs pieds nus s'enfonçaient dans la boue. Leurs corps fatigués ployaient déjà sous la faim et l'angoisse. Mais ils continuaient, guidés par Thomas, qui connaissait chaque sentier, chaque recoin des collines. Antoine portait ses armes improvisées, distribuant à chacun un morceau de fer aiguisé, une pierre lourde, un bâton durci au feu. « Nous n'avons pas leurs fusils, disait-il, mais nous avons nos bras. » Le bruit des chiens résonna soudain derrière eux. Un aboiement guttural suivi d'échos de sabots. La panique gagna les plus jeunes. « Ils arrivent !» cria une femme. Jeanne leva la main pour imposer le silence. Son visage restait calme, mais ses yeux brûlaient. « Nous ne sommes pas des proies, nous sommes des guerriers. Tenez-vous prêts. » Ils atteignirent une clairière étroite, entourée d'arbres denses. Thomas souffla. « C'est ici. Ils croiront nous avoir piégés. Mais nous frapperons. » Les hommes se placèrent en cercle, les femmes et les enfants au centre. Jeanne, couteau en main, se posta en avant. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard ne vacillait pas. Les chasseurs surgirent quelques instants plus tard, fusils levés, chiens enragés. Leur chef hurla « Rendez-vous et vos vies seront épargnées !» Un mensonge éhonté, tous savaient que la corde les attendait. Jeanne avança d'un pas, sa voix forte résonnant dans la clairière. « Nous ne reviendrons jamais enchaînés. Si vous voulez notre sang, il faudra le prendre de vos mains. » Un silence lourd suivit, puis le chaos éclata. Les chiens bondirent, mais Antoine les reçut à coups de barre de fer, brisant des crânes dans des hurlements atroces. Les fusils crachèrent, et 3 esclaves tombèrent, leurs cris se mêlant au fracas des détonations. Thomas surgit de côté, frappant un cavalier et le projetant au sol. Jeanne se jeta sur un contremaître, plantant son couteau dans son ventre. Le sang jaillit, éclaboussant son visage, mais elle ne s'arrêta pas. La bataille fut brève et sauvage. 18 esclaves tombèrent, percés de balles, déchirés par les chiens, frappés de sabres. Mais les colons payèrent aussi leur tribut. 5 cavaliers restèrent au sol. 2 chiens furent éventrés et plusieurs miliciens reculèrent, effrayés par la fureur des révoltés. Le sol de la clairière se transforma en marécage de sang et de boue. Au milieu du carnage, Jeanne se tenait encore debout, haletante, son couteau couvert de chair et de sang. Elle regarda autour d'elle, ses compagnons gisaient, mais d'autres restaient vivants, leurs yeux fous d'adrénaline. Elle cria « Nous ne mourrons pas à genoux, battez-vous jusqu'au bout !» Finalement, les colons, surpris par la résistance, battirent en retraite pour regrouper leurs forces. Ils jurèrent de revenir plus nombreux, avec plus d'armes, mais pour cette nuit-là, Jeanne et ses survivants tenaient encore debout. Ils avaient prouvé que des esclaves pouvaient faire trembler leur maître. Assis autour d'un feu improvisé, les survivants pansèrent leurs plaies avec des feuilles et des lianes. Les enfants, silencieux, regardaient Jeanne comme une apparition. Mathieu, son père, posa une main tremblante sur son épaule. « Ma fille, tu as fait ce que je n'ai jamais osé faire. » Ses yeux, voilés de larmes, brillaient de fierté et de douleur. Mais Jeanne savait que ce n'était qu'un début. Les colons reviendraient, plus nombreux, plus organisés.
Leur survie ne tiendrait qu'à leur capacité à disparaître dans les profondeurs de la forêt, à rejoindre les Marrons qui, depuis des décennies, défiaient déjà l'ordre colonial. Elle leva les yeux vers le ciel obscur et murmura « Nous ne sommes plus leurs esclaves, nous sommes libres, même si c'est pour mourir demain. » La clairière encore jonchée de cadavres resta dans la mémoire de ceux qui survécurent comme une vision d'apocalypse. Le sol imbibé de sang, les corps entassés, les chiens morts aux côtés des cavaliers. C'était la preuve que même les esclaves pouvaient faire plier leurs maîtres. Mais Jeanne savait que le répit serait bref. Les colons reviendraient avec plus d'hommes, plus d'armes, plus de rage. Il fallait disparaître, se fondre dans les entrailles de la forêt, rejoindre ceux qui vivaient déjà libres dans l'ombre des montagnes. Pendant 3 jours, ils marchèrent sans relâche. Leurs pieds saignaient, leur ventre criait famine, mais la peur d'être rattrapés les poussait toujours plus loin. Les enfants, portés sur les épaules des adultes, gémissaient faiblement. Mathieu, épuisé, faillit tomber plusieurs fois, mais Jeanne l'aidait, serrant son bras pour qu'il continue. « Pas encore, père, nous devons tenir. » Enfin, au 4e jour, ils aperçurent des fumées étranges s'élevant au loin dans une vallée isolée. Thomas reconnut le signe. Ce sont les Marrons. Le cœur battant, ils s'approchèrent prudemment, et soudain, surgissant des arbres, des silhouettes armées de lances et de machettes apparurent. Des hommes et des femmes, vêtus de peaux et de tissus grossiers, les entourèrent. Leurs visages étaient marqués de cicatrices, leurs yeux durs, mais dans leurs regards brillait une flamme familière, celle de la liberté. Le chef, un vieil homme à la barbe blanche, s'avança. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix grave. Jeanne fit un pas en avant, le sang séché encore collé à ses vêtements. « Je suis Jeanne, nous venons de l'habitation Saint-Domingue, nous avons tué le maître, nous cherchons refuge. » Un murmure parcourut le groupe. Le vieil homme la scruta longuement. Puis un sourire rare se dessina sur ses lèvres. « Alors tu es des nôtres. » Les Marrons accueillirent les fugitifs, leur offrant nourriture, soins et abri. Pour la première fois, Jeanne et ses compagnons purent dormir sans craindre le fouet, sans craindre les chaînes. Mais ce repos ne fit que renforcer leur détermination, car leurs gestes ne resteraient pas isolés. Dans les nuits suivantes, autour des feux, les survivants racontèrent l'histoire encore et encore, comment Jeanne avait levé la main contre le colonel, comment la grande maison avait brûlé, comment 40 esclaves avaient défié des cavaliers armés. Chaque récit amplifiait la légende. Bientôt, d'autres fugitifs vinrent les rejoindre, attirés par les rumeurs. On disait que dans la forêt vivait désormais une femme qui avait tué son maître et qui menait son peuple comme une reine. On l'appelait Jeanne la Flamme, Jeanne la Libre, parfois même Jeanne la Vengeresse. Son nom circulait de case en case, de plantation en plantation, porté par les chants nocturnes. Les colons, furieux, envoyèrent plusieurs expéditions pour la capturer. Mais les Marrons connaissaient les montagnes mieux que personne. Chaque tentative échoua, chaque chasse se termina dans le sang ou dans la forêt qui engloutissait les traqueurs. Plus les colons échouaient, plus le mythe de Jeanne grandissait. 4 ans plus tard, en 1898, lorsque la nouvelle de l'abolition officielle parvint enfin à la Martinique, beaucoup se réjouirent en silence. Mais dans les cœurs des anciens esclaves, une autre vérité circulait. Pour eux, la liberté n'avait pas commencé avec une loi venue de Paris. Elle avait commencé le 12 juin 1884, quand Jeanne avait plongé sa lame dans la poitrine du colonel Desmarres. Jeanne ne vécut pas assez longtemps pour voir la fin de l'esclavage reconnu dans toute l'île. Elle mourut quelques années plus tard, dans les montagnes, d'une fièvre brutale. Mais ses compagnons racontèrent son histoire, et leurs enfants la répétèrent. Ses chants, ses paroles, son courage furent transmis comme une torche. On disait qu'à la saison des pluies, quand l'orage grondait et que le vent soufflait dans les cannes, on pouvait entendre sa voix murmurer « Nous ne mourrons pas à genoux ». Aujourd'hui encore, dans certaines vallées reculées de la Martinique, les anciens parlent de Jeanne comme d'une légende. Non pas seulement une femme, mais un symbole.
celle qui avait osé transformer sa douleur en arme, celle qui avait osé frapper là où nul n'osait lever les yeux. Et même si l'histoire officielle préfère citer les décrets et les grands hommes de Paris, la mémoire populaire sait que la liberté s'est aussi écrite dans le sang d'une femme enchaînée qui décida une nuit de juin de dire non.